Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le Soudan en ébullition. Les militaires ont pris le contrôle total du pouvoir depuis ce lundi 25 octobre. Un coup d'État qui compromet grandement la transition amorcée en avril 2019. Les appels à la désobéissance civile se multiplient. Les manifestants exigent la remise du pouvoir aux civils. Énergie renouvelable, l'île Maurice a récemment lancé des projets évalués à 191 millions de dollars sur 8 ans. Projets qui devraient permettre au pays de diminuer ses importations de combustibles fossiles. Et puis, dernière étape avant la restitution au Bénin des trésors royaux d'Abomey. Les 26 œuvres concernées sont exposées au musée du Quai Branly à Paris depuis ce mardi. Dans quelques jours, elles repartiront dans leur pays d'origine, comme s'y est engagé le président français Emmanuel Macron. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le ministre béninois de la Culture, Babalola Jean-Michel Abimbola. La communauté internationale a décidé de faire pression sur les militaires qui ont pris le pouvoir au Soudan. Les premières sanctions sont tombées. L'Union africaine a suspendu le Soudan de ses institutions et la Banque mondiale a cessé son aide pourtant vitale pour le pays. L'ONU réclame un retour au processus de transition stoppé par le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan intervenu ce lundi 25 octobre. Sur place, le musellement de l'opposition s'est renforcé. L'un des leaders du plus grand parti du Soudan, l'Oumma, a été arrêté ce mercredi 27 octobre, ainsi que d'autres militants et manifestants qui bloquaient les principales avenues de la capitale Khartoum en guise de protestation contre le coup de force militaire. La pression de la communauté internationale semble avoir un peu d'effet. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a arrêté lundi de retour chez lui, mais a signé à résidence. Cependant, plusieurs ministres et dirigeants politiques sont toujours en état d'arrestation dans des endroits inconnus. Le coup de force des militaires a considérablement mis en péril le processus de transition entamé après la chute du président Omar el-Béchir. Une transition que la rue réclame. En effet, malgré les intimidations de l'armée, les manifestants continuent de protester et de réclamer le transfert complet du pouvoir aux civils. Le point sur la situation avec Joël Ballot. Le premier ministre du Soudan, Abdallah Hamdok, ainsi que certains membres du Conseil souverain sont libres, mais sous surveillance renforcée. Au vu des inquiétudes au sein de la communauté internationale, le général Abdel Fattah al-Burhan, auteur du coup d'État du 25 octobre 2021, a rassuré l'opinion internationale sur le relâchement des autorités soudanaises arrêtées et détenues en terre inconnue depuis quelques jours. Le secrétaire d'État se réjouit de la libération du Premier ministre et renouvelle son appel aux forces militaires soudanaises pour qu'elles libèrent tous les dirigeants civils en détention et garantissent leur sécurité. Les opposants soudanais au coup d'État, qui réclament l'aide de la communauté internationale, sont sortis en masse pour tenter de relancer une transition post-dictature brutalement interrompue à coups de grenades lacrymogènes. Cependant, le souhait des manifestants reste de restituer la gestion du Soudan aux autorités civiles de transition. La communauté internationale peut jouer un rôle médiateur dans la résolution de cette crise. Elle possède des leviers de pression afin de faire fléchir les militaires au pouvoir, surtout en suspendant des subventions et aides financières ou en sanctionnant certains membres du régime. La condamnation de ce coup de force par la communauté internationale est un marqueur positif pour se désolidariser de ce coup de force. À titre de rappel, au cours d'une conférence de presse ce 26 octobre, le général al-Burhan a déclaré l'annulation de l'état d'urgence dès que la formation des institutions sera effective, tout en ajoutant que les services Internet et de communication reprendraient progressivement. Au Sénégal, le ministère des Finances dévoile sa stratégie de gestion de la dette. La SDMT 2021-2023 du Sénégal a entre autres pour objectif de combler les besoins de financement et faire face aux obligations de paiement du Trésor, s'assurer que les risques liés au portefeuille de la dette publique restent dans des limites acceptables et approfondir le marché domestique de titres publics du Sénégal. Les précisions d'Amenedji.
Afin de contribuer au développement du marché domestique des titres publics et d'assurer une exécution financière des politiques publiques, le Sénégal met en place sa stratégie de gestion de la dette à moyen terme STMT. Ceci permettra au pays de disposer d'un référentiel pour une bonne gestion de la dette publique sur la période de 2021-2023, s'inscrivant dans la poursuite des orientations des autorités publiques pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Toute stratégie de gestion de la dette est bienvenue dans un pays comme le Sénégal. Seulement, l'horizon du plan Sénégal émergent est en 2035, il serait bien de cadrer toute stratégie dans cette duration et non dans une période moyen terme, car une dette est un passif et sa gestion nécessite de calibrer dans le temps les actifs nécessaires à sa couverture. Cette gestion de la dette doit être globalisée, d'où une nécessité de disposer des données concernant la dette des autres démembrements de l'État, à savoir les collectivités territoriales, les établissements publics et autres. En effet, la mise en place de la STMT devrait pouvoir permettre au Sénégal de combler les besoins de financement et faire face aux obligations de paiement du Trésor et de s'assurer que les risques liés au portefeuille de la dette publique restent dans des limites acceptables. Il vise en outre à s'assurer que les coûts de financement soient les plus faibles possibles tout en approfondissant le marché domestique des titres. Je pense que le Sénégal a besoin de mettre en place un vaste projet de gestion actif-passif de sa dette, en s'orientant vers d'autres solutions. On peut prendre comme exemple, un pays comme la France ne remboursera jamais sa dette. Jamais. Et les autorités sachant ont commencé à monétiser cette dette avec l'aide de leur banque centrale. Aujourd'hui, nous sommes arrimés à l'euro, donc nous avons le droit de faire exactement la même chose. Le document renseigne que le champ de couverture actuel de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme est circoncis à la dette intérieure et extérieure de l'administration centrale. Par conséquent, la dette contractée par les autres démembrements de l'État n'a pas été prise en compte du fait de l'indisponibilité des données y afférentes. L'île Maurice accélère son plan de transformation énergétique. Le pays veut produire 60% de ses besoins énergétiques à partir de sources vertes d'ici 2030. Le gouvernement a récemment lancé 2 projets d'énergie renouvelable visant à réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 40%. Mildred Diamant. Avec un taux d'électrification de 99,6%, l'île Maurice fait des progrès importants pour relever le défi de l'accès à l'énergie. Le pays mise sur l'énergie renouvelable d'ici 2030. Le gouvernement a lancé 2 nouveaux programmes d'énergie renouvelable afin de réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles et diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 40% sur la dite période. Il s'agit en fait de la feuille de route bas carbone que l'île Maurice entend présenter comme stratégie transitionnelle lors de la prochaine COP26 qui se tiendra en Écosse. Ces dispositions s'inscrivent en effet dans le cadre de 2 objectifs majeurs, bien à la portée de ce pays qui est ouvert aux énergies vertes et qui ambitionne de porter à plus de 60% son patrimoine électrogène. Les nouveaux projets d'électrification à l'île Maurice visent la production de 60% des besoins énergétiques à partir de sources vertes. En effet, le Central Electricity Board a lancé 2 appels d'offres pour la mise en place d'un parc éolien d'une capacité de 10 à 30 MW et 3 parcs solaires de 10 MW chacun. Par ailleurs, le pays réalise un système photovoltaïque flottant à Tamarind Falls et une ferme solaire de 8 MW à Henrietta. Le premier objectif est donc d'abord d'ordre énergétique et concerne effectivement le besoin de garantir l'accès à l'électricité pour tous grâce aux énergies renouvelables dont certaines offrent de réelles solutions efficientes et rentables d'électrification hors réseau. L'autre objectif répond à la consigne impérieuse de la transition énergétique requérant à tous de réduire de près de 45% les gaz à effet de serre, d'abord d'ici 2030, puis de les supprimer définitivement à l'horizon 2050. Pour ce premier jalon d'évaluation décennale, fixé donc à 2030, l'île Maurice fait office de bon élève en visant déjà 40% de réduction de ces gaz à effet de serre et n'est pas loin des 45% requis par la COP.
L'île Maurice mise également sur l'adoption des véhicules électriques. Le gouvernement s'engage à porter à 8 400 le nombre de voitures électriques dans le pays d'ici 2025 et 26 000 d'ici 2030. Notons qu'en 2020, 66,1% de l'électricité produite à l'île Maurice provenait de sources non renouvelables, selon le ministère de l'Énergie. Une cérémonie pour acter la restitution au Bénin de 26 œuvres d'art a eu lieu ce mercredi 27 octobre au musée du Quai Branly à Paris. L'événement s'est tenu en présence du président français Emmanuel Macron et du ministre béninois des Affaires étrangères Aurélien Agbenonsi. Ces 26 œuvres font partie des trésors royaux d'Abomey, un ensemble d'œuvres exceptionnelles pillées par les troupes coloniales il y a près de 130 ans. Avec nous sur ce plateau pour en parler, le ministre de la Culture béninois, Babalola Jean-Michel Abimbola. Bonsoir, monsieur le ministre. Madame Kamden, merci beaucoup de votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, monsieur le ministre, vous avez assisté à cette cérémonie au musée du Quai Branly. Comment l'avez-vous vécu? Il faut dire que, sans galvauder le mot, c'est un moment historique. C'est un moment historique parce que nous avons un président visionnaire qui a rencontré un président courageux. Je veux parler du président Patrice Talon et du président Emmanuel Macron. Et ça a donné ce que nous n'avons jamais pu projeter, même si nous le souhaitions depuis des années. Et ça fait près de 60 ans que des Africains réclament la restitution d'œuvres d'Afrique. En 2016, le président Talon, fraîchement élu, a immédiatement formaliser une demande à l'endroit de la France parce que ça fait partie du programme d'action de son gouvernement. Le Bénin a d'abord essuyé un refus, une fin de non-recevoir, et à la faveur de l'arrivée du président Macron au pouvoir, cette demande a été renouvelée et aujourd'hui nous en sommes là et nous vivons ce que beaucoup d'Africains, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de spécialistes du patrimoine en Afrique ne pensaient pas vivre. Nous venons d'amorcer, je crois, une dynamique qui ne va plus s'arrêter, une dynamique qui va permettre à l'Afrique de se réapproprier son histoire, de se réapproprier son patrimoine, et surtout à la jeunesse africaine de pouvoir internaliser cette culture et de pouvoir mieux contribuer, bien évidemment, aussi bien sur le continent qu'à l'international. Alors, vous avez parlé d'amorce, justement. Est-ce que le processus va continuer? Parce qu'il se dit que beaucoup d'autres œuvres d'art béninois, et pas des moindres, je parle par exemple de la sculpture du dieu Ogou, ne font pas partie de la liste des 26. Est-ce que dans l'avenir, on peut s'attendre justement à la restitution de ces œuvres-là? Est-ce que l'inventaire a été mal fait ou bien c'est la France qui a décidé de redonner des œuvres qu'elle estimait pas très importantes pour elle au final? Alors, je pense qu'il faut d'abord qu'on comprenne que la démarche qui est en cours est une démarche bilatérale entre la France et le Bénin, dans le cadre de la coopération culturelle et patrimoniale. Donc, nous allons continuer de discuter avec la partie française. Nous avons signé avec la France un document que nous appelons le programme de travail commun, dans lequel il est convenu, il est prévu qu'il y ait un inventaire de ces différentes œuvres pour qu'on connaisse le statut de chaque œuvre. Toutes les œuvres qui existent, béninoises ou africaines, qui existent dans les musées publics en France, ne sont pas forcément des œuvres illégitimes. Donc nous devons faire ce travail. Mais vous avez raison, c'est 26 œuvres. Alors la question c'est pourquoi 26 œuvres alors que nous pouvons en trouver sûrement pas loin de 10 000 à mon sens. Le 26 œuvres parce que ça correspond exactement au don qui a été fait par le général Dodds à son retour en France après évidemment la guerre avec le royaume d'Abomey, du Dahomey. Donc il a fait don de ces 26 œuvres, donc c'est pour ça que c'est ces 26 œuvres-là. Mais bien évidemment, cela ne constitue pas la totalité des œuvres en question, et ça ne correspond pas non plus à la totalité ou à la fin du souhait du gouvernement du Bénin de récupérer d'autres œuvres. Nous allons continuer de discuter. Vous avez parlé du dieu Ogou, qui est effectivement une œuvre assez
assez singulière et assez symbolique. Nous continuons de discuter avec la partie française. Mais vous l'avez dit également en introduction, nous récupérons des trônes royaux. Donc ce ne sont pas des œuvres ordinaires ou sans intérêt. Mais nous allons continuer cette démarche. Et vous savez bien que nous avons amorcé une pompe, puisqu'à la suite du Bénin, d'autres pays, pour ne pas les citer, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et d'autres également sont concernés, le Nigeria. Donc je pense que nous sommes désormais dans le sens de l'histoire. Et personne ne pourra retenir ce déroulé de l'histoire. Alors, l'acte de restitution sera signé le 9 novembre entre les deux présidents français et béninois. Qu'est-ce qui est prévu au Bénin dès l'arrivée des œuvres en question ? Oui, alors, comme vous voulez le dire, bien évidemment, le 9 novembre, l'acte de signature, de l'acte de transfert de propriété sera signé en présence des deux chefs d'État. Ce n'est pas les deux chefs d'État qui signent. D'accord. Après cela, dès le lendemain, les œuvres prendront la direction de leur terre d'origine, du pays, comme nous disons. Et évidemment, nous allons accueillir plus que dignement ces œuvres. Mais je voudrais expliquer qu'il ne s'agit pas de morceaux de ferraille ou de papier ou de bouts de bois que nous récupérons et que nous allons stocker. Donc il y a tout un protocole, bien évidemment. Notamment, il y a un temps d'acclimatation. Ces œuvres sont restées plus de 129 ans. Dans la question de la conservation est très importante. Ah ben bien sûr, c'est au cœur. Vous voyez que nous parlons depuis 2016 et tout ça a été préparé de façon méticuleuse, sérieuse. Le Bénin a lancé la construction de musées modernes. Et pas seulement de musées, bien sûr de musées modernes, et on pourra y revenir rapidement tout à l'heure, mais également on a hissé évidemment le niveau de formation, de renforcement de capacité. On a actualisé et renforcé, hissé à un certain niveau également la législation chez nous, le droit positif. Donc tout cela, c'est pour que nous soyons dans les meilleures conditions pour l'accueil. Donc nous allons avoir un temps d'acclimatation des œuvres. Après ce temps d'acclimatation, ces œuvres qui seront de l'aéroport iront directement à la présidence de la République. Les œuvres sont parties d'un royaume, les œuvres reviennent dans une république, les œuvres donc sont nationalisées et sont intégrées dans le patrimoine national. Et le symbole fort, précisément, c'est d'être à la présidence de la République où, après le temps d'acclimatation, il va y avoir une exposition qui va permettre aux Béninois et à l'ensemble des visiteurs de venir constater au sein de ce qui symbolise notre nation, de venir constater, disons, le retour de ces œuvres. Après cela, les œuvres iront dans une première infrastructure muséale qui a été construite à Ouida, notamment le fort portugais et la maison du gouverneur. Et ces œuvres resteront là jusqu'à la préparation et l'inauguration, l'ouverture du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey, qui est à Abomey et que nous pensons ouvrir à horizon 3 ans. Alors, c'est le lancement d'une véritable politique touristique, alors? Absolument. Le gouvernement du Bénin, dans son programme d'action, comme je le disais précédemment, a principalement 2 piliers pour soutenir l'économie et pour créer la richesse et les emplois. C'est l'agriculture d'une part et la culture, le tourisme d'autre part. Donc nous avons effectivement la bagatelle d'1 milliard d'euros investis dans ce programme en matière d'infrastructures touristiques, muséales, patrimoniales. Et donc nous avons notamment 4 musées que nous construisons. Nous avons le musée international de la mémoire et de l'esclavage qui est à Ouida, dans le fort portugais, à côté de la maison du gouverneur. Donc votre politique n'est pas seulement basée sur le retour des œuvres d'art uniquement? Point du tout. Nous avons véritablement, en ce moment, nous sommes en train de mettre la stratégie en place pour densifier, structurer l'offre touristique, culturelle, patrimoniale du Bénin. Et le Bénin compte bien prendre toute sa place parce que le Bénin a des choses à donner à l'universel, à donner au monde, et le Bénin veut bien se révéler aux Béninois, aux Africains et au monde. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, chère dame. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.